Bonjour et bienvenue dans la Gold Room de l'Overlook Hotel, non pas pour une spéciale de Shining qui viendra bientôt dans quelques jours ou plutôt quelques semaines avec mes cinébuddies, les cinébuddies chers à mon cœur que je salue au passage, mais aujourd'hui une spéciale Nosferatu, une symphonie d'horreur, non pas celui de 1922, dont nous allons parler brièvement aujourd'hui et à qui nous réserverons une spéciale dans quelques jours, mais le film de Robert Eggers, le grand Robert Eggers, il n'est pas trop tôt pour le dire, un très très grand metteur en scène qui réalise une des meilleures versions du classique de Murnau. Donc il y a déjà maintenant 3 versions, nous allons parler des 3 versions. Et elles sont toutes formidables, avec une petite préférence donc pour celle de Murnau. On va tout de suite, spoiler alerte, un petit teaser sur la liste. Premier Murnau, deuxième Eggers, et troisième Herzog, qui a pris un petit coup de vieux avec le Murnau, mais on va en parler un peu plus dans quelques instants. En tous les cas, 3 grands films, 3 versions formidablement intéressantes du mythe de Dracula. Et justement, à propos, je vous le donne en mille, aujourd'hui notre histoire commence, je vous le donne en T1000, aujourd'hui notre histoire commence en 1897 avec un roman de Bram Stoker qui deviendrait un des plus gros succès littéraires de l'histoire de la littérature, un des livres les plus lus au monde au même titre que la Bible. Et donc cette histoire du comte qui vit dans les Carpates et qui achète une abbaye, l'abbaye de Carfax à Londres, fait le voyage dans un bateau, le Déméter, ça se termine assez mal pour l'équipage, spoiler alerte une fois de plus, et donc se retrouve à Londres à mesmériser Wilhelmina Parker, et son fiancé, Jonathan, dans une danse macabre bien connue de tous, donc je ne vous ferai pas l'affront de vous raconter l'histoire plus avant. En revanche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler maintenant de Madame Stoker, parce que il y a une Madame Stoker, parce qu'il y a une Madame Menot. Donc Madame Stoker qui, avant du film de Murnau, non pas Menot, mais Murnau, et qui, tout d'un coup, se rend compte, même sans avoir vu le film, on lui raconte qu'il y a énormément de points de ressemblance. Tout d'un coup, l'hommage devient plagiat et elle est furieuse, elle intente un procès immédiatement à Murnau et à Albin Grau, le producteur, le scénariste, le monteur. Enfin, il a plusieurs casquettes sur le film. C'est également un alchimiste, non pas un sataniste, mais un personnage qui s'intéresse en particulier au vampirisme et qui rappelle des êtres légendaires tels Alistair Crowley, qui a été immortalisé dans la chanson d'Ozzy Osbourne, Mr. Crowley, have you talked to the dead? Donc les morts sont présents dans le film, en particulier The Undead de Nosferatu, qui est joué à l'époque, en 1922, par le grand Max Schreck. Donc, Madame Stoker parvient à faire interdire le film. Elle décide également de faire brûler le film. À la manière d'un vampire, elle plante un pieu dans le cœur du film produit par la Prana, qui d'ailleurs déclarerait juste après la banqueroute. Et heureusement, quelques années plus tard, quelques mois même, le film refait surface chez des collectionneurs qui ont des copies et tout d'un coup devient un grand classique de l'horreur, démarrant d'une certaine manière le genre 10 ans avant le film de Todd Browning, l'extraordinaire Dracula de Todd Browning, avec le non moins extraordinaire Bela Lugosi. Eh bien, Max Schreck, une fois de plus, est un acteur exceptionnel pour jouer le prince des ténèbres, pour jouer Vlad, l'empaleur. Il faut un acteur qui soit possédé, alors que ce soit par la morphine avec Bela Lugosi, que ce soit par les prothèses de latex, par le grand Bill Skarsgård, comme on va voir dans quelques instants. Thank you, Lloyd. White Man's Burden, Lloyd. Eh bien, le personnage, l'acteur, comme Max Schreck, doit avoir quelque chose de surnaturel, à tel point que on a vu qu'à l'époque, Murnau, comme une espèce de coup de marketing pour un film qui a un petit budget, prétend que son vampire est un véritable vampire. Il y aurait un film d'ailleurs qui serait fait et produit par le héros
de Kinopod, en particulier le héros du podcast, Nicolas Cage, qui a fait un film qui s'appelle L'ombre du vampire, où le grand Willem Dafoe joue le rôle de Max Schreck et raconte tout d'un coup l'histoire de ce vampire qui supposément est un véritable vampire. Et c'est ainsi que Murnau a construit et Grau, Albin Grau, ont construit toute la publicité de leur film. Donc c'est des William Castle Freak avant l'heure, qui savent comment marketer leur film et qui prétendent ne pas avoir volé en fait, plagié le roman de Stoker, mais l'avoir simplement adapté au public allemand, un public plus régional, avec la ville de Wisborg. Tout d'un coup, Mina devient Helen, Harker devient Hatter, et, excusez-moi, il y a un moustique à propos de vampire, en voilà un petit, il a failli sucer mon sang, et le vampire devient Von Horlock, qui est un nom magnifique, presque aussi beau que Dracula, Docteur Acula, comme disait le grand Ed Wood. Mais on n'est pas là pour parler d'Ed Wood, pourtant Bela Lugosi et lui ont eu une relation professionnelle magnifiquement décrite dans le Ed Wood de Tim Burton, son meilleur film. Donc à propos de l'expressionnisme allemand et de film gothique, tout d'un coup on a le père de l'expressionnisme, avec Murnau, qui fait un film absolument magnifique, où tout d'un coup Max Schreck semble posséder. Il a une tête de plus que la plupart des autres acteurs du film. Et même si le film est perçu avec le temps aujourd'hui comme ayant un sous-texte antisémite, en particulier avec ce conte Van Horlock, eh bien, il reste une des pierres de début de cet édifice extraordinaire du cinéma d'horreur, où tout d'un coup les gens s'évanouissaient dans la salle et ce serait repris par les monstres de la Universal, mais ça commence effectivement en Allemagne aussi bien avec cet extraordinaire film qu'avec quelques années plus tard un monstre au visage tragiquement plus humain qui est Peter Lorre dans M le maudit, donc de Fritz Lang. Donc cette fois-ci, le film est interdit, ressurgit heureusement. Werner Herzog, un extraordinaire metteur en scène excentrique du cinéma allemand, déclare que Nosferatu est le plus grand film de l'histoire du cinéma allemand. Il n'a peut-être pas tort, effectivement. Je bois à sa santé aujourd'hui. Et il déclare qu'effectivement, il veut refaire le film. Alors, avec énormément de respect, il se contente simplement de le mettre en couleur et de lui donner des mots. On passe effectivement du muet au parlant. Et Klaus Kinski, sa muse monstrueuse, assume tout d'un coup le rôle du comte Von Horlock et donne un visage presque plus humain, tout d'un coup, parce qu'en fait, il y a une espèce de constante, en dehors du fait que l'acteur doit être... Tous les acteurs qui jouent des vampires doivent avoir quelque chose de possédé. Eh bien, effectivement, on se rend compte que ce personnage n'a rien d'humain. Max Schreck, dans la version de 1922, prend ou en tout cas, présente un monstre qui ressemble à un rongeur, qui est préoccupé uniquement par le sang et qui n'a rien de cette créature, de ce personnage romantique qu'on retrouverait aussi bien dans le film avec Frank Langella de John Badham que dans les livres de Anne Rice, que dans Twilight, ou encore bien sûr dans le Dracula de Francis Ford Coppola, merveilleux film, auquel d'ailleurs Eggers rend hommage par moments. J'étais surpris de voir à quel point son vampire, son Nosferatu à lui, était à mi-chemin entre celui de Murnau et celui de Coppola, nous offrant une version presque plus Belle et la Bête, moderne, même si son monstre est un monstre peut-être plus monstrueux que tous ceux qui sont venus avant lui, mais donc c'est une créature surnaturelle qui n'a rien, qui ressemble plus que... il y a eu un autre hommage qui était dans Les Vampires de Salem, effectivement, et qui est donc ce vampire chauve, et qui ressemble à une chauve-souris, et qui n'est absolument pas du tout séduisant. Donc néanmoins, Herzog prend Kinski et lui rase la tête. Kinski est notoirement extrêmement malheureux, c'est pour ça qu'il donne une performance un petit peu en réserve, ce qui est rare pour Kinski, et un petit peu ridicule parce qu'il est un peu petit, il est un peu plus cartoonesque, il ressemble par moments à l'oncle Fester de la famille Adams, et avec le temps peut-être que c'est celui des trois qui a perdu le plus de sa force, mais il a ses fans, dont moi d'ailleurs, car je suis un grand fan d'Herzog. Donc respect et bravo à ces trois versions. Mais parlons maintenant de celle d'Eggers. Eggers, ça fait 15 ans
qui veut faire le film, effectivement, il voulait commencer quasiment, ou en tous les cas, après The Witch, son meilleur film encore jusqu'à ce jour, sur une sorcière au 19e siècle dans la Nouvelle-Angleterre, un film absolument magnifique par son austérité et qui rappelle effectivement déjà à l'époque la grammaire des films en noir et blanc. Alors il veut très très vite faire Nosferatu, mais il n'a pas les moyens en fait, il ne peut pas monter le film. Donc ensuite il ferait The Northman, un film sur les Vikings, puis également Le Phare, The Lighthouse avec Robert Pattinson. Donc des films très 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 personnels, des films avec une empreinte visuelle absolument magnifique, personnelle, qu'il retrouve avec Nosferatu, à mon avis, son film le plus abouti visuellement, où tout d'un coup il utilise aussi bien les techniques du cinéma muet que, comme je le disais, celles de Coppola aussi, avec le côté fumée et miroir, qui fait finalement encore un vampire assez peu appel au numérique et au fond vert. Ce qui est formidable, il tourne en décor naturel dans la République tchèque, ce qui donne un film qui par moments a presque l'âpreté des westerns, puisque aussi bien la traversée des Carpates de Jonathan Harker pour retrouver le comte, pour signer le deal de l'abbaye Carfax, est extrêmement stylisée dans le film de Coppola, est magnifique. Cette fois-ci, elle est beaucoup plus réaliste. Elle porte l'empreinte presque d'un western. On sait que Eggers est très fan des westerns et a toujours déclaré vouloir faire un western. J'espère qu'il fasse un western presque surnaturel, ce serait magnifique, qu'il marie tout d'un coup l'horreur et le western avec une patte d'expressionnisme allemand. Ce serait absolument superbe. Alors, moustache. Vas-y, mets ta moustache. Grand scandale chez les geeks en Amérique, effectivement, ce qu'on a appelé le Moustache Gate, comme le Watergate. En d'autres temps, le Moustache Gate était l'époque où Superman n'avait pas voulu raser sa moustache, car il jouait dans Mission Impossible. Henry Cavill ne pouvait pas raser sa moustache pour, je ne sais plus si c'était Justice League, je pense que c'est Justice League, et donc avait une espèce d'atrocité numérique au-dessus des lèvres. Cette fois-ci, Eggers décide de donner une moustache à son vampire. Alors c'est une idée étonnante, c'est une belle idée, car quand on voit les portraits de Vlad Tepes, Vlad l'Empaleur, il a toujours une moustache. Tous les seigneurs voïvodes de guerre des Carpates de l'époque, transylvaniens, avaient une moustache. C'était la mode de l'époque. Et quand on regarde d'ailleurs les dessins de l'époque, les gravures de Vlad Tepes, un souverain particulièrement violent qui empalait, donc, comme son nom l'indique, ses victimes, il ressemble presque plus à Borat qu'à Nosferatu, qu'à Max Schreck. Et c'est presque un hommage à ça que fait Eggers, en lui donnant justement ce côté capitaine prussien qui rappelle aussi bien les duellistes de Ridley Scott avec ce manteau magnifique de hussard que un mort-vivant. Donc il est aussi séduisant qu'il est monstrueux, en particulier grâce à la performance de Bill Skarsgård. Bill Skarsgård, l'héritier d'une grande famille d'acteurs, le fils de Stellan Skarsgård, le grand Stellan Skarsgård, le frère de Peter, je crois, qui jouait justement dans Northman. Il manque plus à Eggers que de travailler avec Stellan pour avoir finalement travaillé avec toute la famille. Et donc, avec Bill, c'est une rencontre qui se passe il y a une dizaine d'années, lors de la première incarnation de Nosferatu, où, cette fois-ci, Eggers pense à Bill pour le rôle de Hutter, de la version allemande de Harker, un rôle insipide en général qui a besoin de toute la puissance d'un grand acteur comme Bruno Ganz pour exister. Et on verrait que Keanu Reeves a un petit peu de mal, il a ses fans aussi, donc respect une fois de plus. Mais cette fois-ci, il est magnifiquement joué par Nicolas Hoult, qui, de façon intéressante, en tous les cas pour Kinopod et le podcast, jouait déjà dans un film de vampire avec le grand Nicolas Cage. Il jouait Renfield, l'âme damnée de Dracula, qui cette fois-ci s'appelle Knock dans la version allemande, et joué magnifiquement par un acteur anglais d'une façon plus réaliste, plus body horror, et toujours un personnage intéressant. Il était joué par Tom Waits, le grand Tom Waits, dans la version de Coppola. Et donc là, cette fois-ci, Nicolas Hoult, lui, joue
Hutter, Thomas Hutter, qui est ce personnage. Et c'est très intéressant car ce passage qui peut être un petit peu en deçà, ou en tous les cas, le problème avec les propriétés intellectuelles, que ce soit les Trois Mousquetaires ou Tarzan, ou plus récemment le Comte de Monte-Cristo, qui a été vraiment formidablement bien fait. Il faut, comme avec le Comte de Monte-Cristo, beaucoup de talent pour arriver à présenter une fois de plus ou réinventer une histoire qu'on a tellement entendue. C'est la même chose finalement aujourd'hui avec Batman ou Spider-Man, où tout d'un coup, si on nous dit, par pitié, ne nous racontez pas une seule fois de plus la mort des parents de Bruce Wayne dans une allée avec le collier de perles de Martha Wayne qui gicle et Joe Chill ou le Joker qui tue ce couple donc dans l'allée du crime. Et j'ai pas besoin non plus de voir Oncle Ben mourir dans les bras du jeune Peter Parker et lui dire, avec une grande puissance, comme arrive une grande responsabilité. Donc, effectivement, c'est le problème de ces propriétés intellectuelles, mais Eggers arrive à s'en tirer grâce à son talent en réinventant le monstre, en lui mettant une moustache, en le rendant à la fois séduisant et monstrueux, car effectivement c'est un cadavre ambulant, mais il a une tête de plus que tout le monde, comme Max Schreck d'ailleurs dans l'original, et on peut comprendre que cette jeune fille, dont je n'ai pas encore parlé, qui est jouée par Lily Rose Depp, qui est peut-être le maillon faible du film, mais je ne veux pas lui jeter la pierre, car c'est un rôle impossible, c'est un rôle très difficile à faire. Euh, c'est un rôle qui, en fait, est plus proche d'Isabelle Adjani, non pas, étrangement, dans Nosferatu, où elle jouait donc Hélène, le Nosferatu d'Herzog, mais plus proche de Adjani dans Possession, qui est un des modèles d'Eggers pour le personnage, donc Possession de Zulawski, où on se rend compte que c'est extrêmement difficile de jouer l'hystérie, donc en particulier tout au long du film. Et elle a du mal, mais bon, dans la deuxième partie, elle est bien quand elle prend les choses en main, spoiler alerte, et qu'elle décide d'affronter à la fois son destin et le comte Orlok, qui l'a pris sous son charme, et elle est sous son emprise, mais plus effectivement comme une espèce de mesmérisation, un hypnotisme qui fait qu'elle est sous la coupe d'un monstre, et que c'est véritablement une histoire d'abus sexuels, puisqu'on voit que Eggers a sexualisé également la relation avec le personnage de Harker. Quand Harker vient visiter le comte dans le château, c'est beaucoup plus malsain. Ça fait plus peur également, puisque cette créature est presque guigueresque, et qu'elle n'a rien d'humain, mais d'une façon plus moderne que ce que ne pouvaient faire effectivement Murnau et Herzog. Herzog qui finalement a naturalisé le film Murnau, a donné une version 70s, et c'est ça qui est intéressant, avec Topor en Rainfield qui fait n'importe quoi, qui en fait des tonnes, mais qui est réjouissant quand même. Mais là, cette fois-ci, c'est un esthète qui nous donne une version extrêmement belle à regarder déjà, et qui finalement arrive à renouveler une histoire qu'on a déjà beaucoup entendue. Donc cet aristocrate hongrois du XVIe siècle est magnifique, puisqu'il a effectivement un côté très noble, que lui donne Skarsgård, puisque Bill Skarsgård, qui jouait également It, Pennywise le clown, est très beau. C'est un personnage qui est très intéressant, puisqu'il est une espèce de version moderne et très beau d'un Lon Chaney senior. C'est l'homme aux mille visages, il joue des monstres avec peu de renforts numériques, sauf effectivement en Pennywise, mais cette fois-ci, ce qui a frappé Kino Solo, c'est que c'est sa vraie voix, alors que je croyais qu'il avait un véritable renfort de computer, un petit peu à la manière de Bane, une espèce d'autotune de l'enfer. Eh bien, cette fois-ci, non. C'est véritablement, il a pris des cours avec des chanteurs d'opéra et avec des moines tibétains, je crois, pour apprendre à baisser sa voix de plusieurs octaves, d'un ou deux octaves, et ça donne justement, dans une langue de l'époque, puisque Eggers est extrêmement intéressé par la précision de son histoire, nous donne une voix qui a énormément de présence. Et en fait, à la manière d'un Bane, justement, d'un Thomas Hardy ou d'un John Hurt dans Elephant Man, ce sont des extraordinaires performances, car l'acteur a finalement assez peu d'outils à sa disposition pour faire exister le personnage. Des yeux, effectivement, une gestuelle, un maniérisme, et il faut véritablement, c'est que ça rappelle le travail sous un masque de la tragédie grecque, et les grands acteurs arrivent à faire, on a vu ça effectivement avec
dans le deuxième Juge Dredd, où on avait Karl Urban, qui jouait magnifiquement Juge Dredd, et qui acceptait, comme dans la bande dessinée, de ne jamais retirer son casque, et qui arrivait quand même à donner toute la force et l'émotion du personnage. Pareil pour Hugo Weaving dans V pour Vendetta, on va parler un peu des masques au cinéma, et bien sûr l'extraordinaire Heath Ledger dans le Dark Knight. No, 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 I killed the bus driver. Qui au début du film donc a tout ce masque en disant tout ce qui ne me tue pas me rend plus étrange. Et on reconnaît déjà Heath Ledger sous le masque, à la manière de Tom Hardy, donc dans Bane dont je parlais il y a quelques instants, ou dans toute sa carrière, car jusqu'à Venom et depuis Dunkerque ou même Mad Max, il a toujours une espèce de muselière sur le visage, mais c'est un très grand acteur et il arrive quand même à faire la différence. Alors, Anna Taylor-Joy devait jouer le rôle de Lily Rose Depp, le rôle de Helen Hutter, mais elle ne pouvait pas, elle était prise, je crois, sur Furiosa, justement, en parlant de Tom Hardy et Fury Road. Elle était magnifique dans The Witch, c'est une très très grande actrice, elle aurait peut-être pu s'en sortir dans le rôle casse-gueule d'Hélène, mais bien sûr, c'est une recommandation, donc aujourd'hui la note c'est 3 canines de plus que le Dracula de Coppola. Alors le Dracula de Coppola était à 8,9 et celui-là est à 9,1. Voilà, on va dire 2 de plus. Merci. On se retrouve dans quelques jours pour un Kinopod spécial, un Kino Bond, un Kino Solo avec mes Kino Buddies, mes Ciné Buddies chers à mon cœur. En attendant, bien sûr, n'oubliez pas aussi de partager, de commenter, de follower, de liker et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast, en particulier sur la chaîne Abracadapod de YouTube, pour aider le show à exister, à décoller un peu plus que pour l'instant et à continuer à peut-être vous raconter des belles histoires sur le cinéma. Merci, je fus Jean Weber pour Kino Solo. Rendez-vous très vite.